un petit peu tout, mixé tout ça. On vous a fait ça grâce au studio de Néo Radio. Et on a ce soir Amy qui revient, bien sûr. Comment tu vas ? Bonsoir Laurent, ça va bien et toi ? Ben, ça va très bien. Et on a notre invité qui est Stéphane Allaise. Oui, bonsoir Laurent. Tu vas bien ? Très bien. Et ce soir, on va parler de plein de choses, on en dira plus juste après. On va bien sûr parler de l'association, vous nous connaissez. On a fait 4 saisons sur les ondes, on était un petit peu partout. Également en podcast, et on commence cette 5e saison après 2 ans d'absence. Et vous avez été nombreux à nous réclamer le retour de l'émission. Et on est revenu, et en plus vous nous voyez en direct avec un tout nouveau concept. N'est-ce pas, Amy ? Eh oui, tout à fait. Nous sommes là ce soir. Voilà, prends un petit peu la parole, explique-nous un petit peu l'association. Bah oui, je vais représenter pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui ne se souviennent plus trop. Donc c'est une association sans but lucratif. On a créé ça il y a 5 ans maintenant, dans le but de communiquer, informer, promouvoir tous les sujets concernant le bien-être et la spiritualité au sens large. Donc ce n'est pas du tout sectaire, non religieux. On aborde vraiment plein de sujets, des mondes invisibles, le monde de l'au-delà, mais également des techniques de bien-être qui sont des techniques parallèles à la médecine traditionnelle, on va dire. Tout ce qui est non conventionnel. Voilà, dans le but de sentir mieux, d'avancer dans la vie le plus positivement possible. Et voilà. On est de retour ce soir. Oui. Je suis contente. Et oui, on est tous contents d'être là. Et on fait aussi, bien dans l'association, si vous ne nous connaissez pas, vous allez trouver tout un peu les buts plus précis sur notre site www.enquête-spirituelle.com. Et on fait aussi des conférences dans la région pour ceux qui sont du coin. Tu peux nous en dire plus aussi ? Des conférences en Belgique, à Frane. Donc c'est 1 fois par mois. On fait intervenir 2 personnes. La première sur un sujet de bien-être, de spiritualité. Et en deuxième partie, on reçoit un médium qui transmet des messages des défunts aux personnes présentes. Donc ça, c'est 1 fois par mois, sauf l'été et en fin d'année. On édite un magazine. Donc là, c'est la 3e année. Déjà la 3e année. Ouais, tout à fait. Vite. On est au on a changé de format. 22e numéro, je crois, c'est ça Oui, tout à fait. Donc numéro 22, on est en format de poche. Enfin, de poche. On va dire, c'est un format sac à main. Des grandes poches. Voilà, des grandes poches. Ouais, tout à fait. Format sac à main pour les femmes, bien sûr. Qui est disponible dans des points de vente en France, en Belgique et également sur notre site internet. D'ailleurs, on a évolué au niveau de notre site internet. On a une boutique en ligne. Donc, on peut retrouver tous les numéros du magazine depuis le début. Ouais. Il y a des abonnements possibles. Il y a des promotions également sur les anciens numéros. Et maintenant, on vend également des livres des auteurs qu'on a pu rencontrer, comme Stéphane par exemple. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, Stéphane, il est là ce soir pour nous parler de plein de choses, mais tout d'abord de son parcours. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on a qu'une heure. Bon voilà, on va le dire. Donc tu nous viens de la région du nord de la France. Ouais. Bon, on se tutoie pour les auditeurs. On se connaît, Stéphane, depuis quelques années. Donc comme ça, vous savez. Et puis c'est plus sympa aussi de se tutoyer. Donc tu nous viens du nord de la France et toi, tu es sophrologue et tu pratiques aussi l'EFT, dont on va parler ce soir. Voilà, tout à fait. Donc sophrologue, c'est un peu une reconversion sur le tard, on va dire. Bon, j'ai toujours été intéressé, attiré par toutes les techniques inhérentes au bien-être, du mental, des choses comme ça. Donc moi, ce que j'aime dans la vie, c'est venir en aide aux gens. Et à travers ça, en fait, à travers la sophro, à travers l'EFT maintenant, je pense pouvoir leur apporter peut-être des solutions à des mots qu'on écrit comme on veut, MAUX-OMOTS, de la vie courante, en fait, on va dire. Voilà. Tu sais qu'il y a plein de choses à faire à tous les niveaux. Beaucoup. Et par rapport à ton parcours, tu as écrit aussi pas mal de livres, 5 de mémoire. C'est bien ça, il y avait, je les connais plus dans l'ordre, mais Vibrations sacrées, il y a eu Secret de magnétiseur. J'ai tout ramené, voilà. Ça plus l'album à coloriage, mais bon, ça on n'en parle pas. Tu peux les montrer là juste pour qu'on les voit. Alors, donc en expliquer ça un c'est petit peu. l'édition poche, mais c'est Secret de magnétiseur, ça c'est le premier. Moi je l'ai avec une pochette plus bleutée, etc. Ouais. Alors celui-là c'était un peu avec mon beau-père, on avait écrit ça. J'avais envie de montrer aux gens que les magnétiseurs, c'est des gens comme les autres et les humaniser le plus possible parce que ça reste un concept pour encore dans beaucoup d'esprits aujourd'hui. Malgré le fait qu'on commence à les découvrir de plus en plus, même dans les hôpitaux aujourd'hui où ils commencent à travailler avec le corps médical
à leur venir en aide. Donc voilà, c'est un témoignage humain de 3 magnétiseurs en fait. J'en ai rencontré 2 autres et ce sont des interviews croisées. Et donc on a 3 choses complètement différentes, mais paradoxalement qui se rejoignent forcément à certains endroits. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'était un ouvrage sur la radiesthésie qui s'appelle Le pendule, méthode et petits entretiens radiesthésiques. Voilà, je l'ai bien dit. Donc c'est montrer aussi aux gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire parler les gens, donc de rendre le message le plus humain possible, pas seulement par des techniques ou des choses comme ça, mais par des gens, des vrais radiesthésistes. En l'occurrence, c'était le CERL de Lille, le Cercle d'études radiesthésiques lillois, qui m'a en fait donné des tas de choses. Donc voilà, donc ils parlent entre deux, ils donnent leurs techniques, il y a des planches à la fin, voilà. Ça, c'est le deuxième. Je continue ? Ouais, bien sûr. On veut le tous troisième. les voir. Alors le troisième, c'est un de mes préférés. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui l'aiment beaucoup. Il s'appelle Vibration sacrée. Il s'appelle donc 11 rêves d'évolution spirituelle. Si on enlève le D, en fait, ça fait 11 révolutions spirituelles. Voilà, donc il y a des... En fait, j'ai là-dedans, c'est une approche tout à fait journalistique, on va dire, où je suis allé interviewer des tas de gens qui peuvent paraître, je dis ça avec beaucoup d'humour et d'amour, mais barrés pour le commun des mortels, on va dire, mais alors que ce sont des gens qui ont vraiment une sagesse, une science et une connaissance des choses qui m'a vraiment intéressé. Donc... j'ai rencontré par exemple un médium magnétiseur, je suis allé chez les théosophes, j'ai rencontré le père François Brune, que vous connaissez certainement, j'ai rencontré les spirites, les druides, je suis allé interviewer un grand monsieur, un américain qui s'appelle David Hikes, qui fait de la musique, ce qu'il appelle la musique des sphères, donc du chant biphonique. Je suis allé rencontrer aussi Patrick Burenstenas, qui est un alchimiste. Je suis allé voir un guérisseur, un maître chi, une professeure de yoga et également de la radiesthésie initiatique. Voilà. Donc ça, ce sont tous des entretiens qui ont été, on va dire, compilés dans ce livre où je mêle ma propre histoire que je ne révélerai pas ce soir par manque de temps. C'est l'aspect qui est bien, je permets de souligner ça dans les livres. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, foncez. C'est l'aspect qui est bien dans les livres, en fait, c'est que c'est... Enfin, moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est l'aspect entretien, l'aspect des choses qui permet d'avoir. C'est pas un roman, quoi. Non, c'est quelque chose de. C'est vraiment un échange qui est fait comme ça. Ouais. Jusqu'à celui-là qui s'appelle L'Esprit des anges, arcane et correspondance au spirit. Alors, c'est un grand titre. En fait, je suis allé dans 3 chaînons spirit du Nord-Pas-de-Calais. Ils m'ont présenté toutes leurs archives depuis presque un siècle, pour certains, dont le chaînon de Douai, le chaînon de Dunkerque et le chaînon de Waterloo. Donc ça n'a, comme tu disais Amy tout à l'heure, ça n'a rien de sectaire du tout. La vocation, le but de ces chaînons, en fait, c'est de venir encore une fois en aide aux gens. Des gens, par exemple, qui n'arrivent pas à passer un deuil, on les aide à leur donner une autre vision de l'au-delà, de leur expliquer sans jamais chercher à convaincre, parce que ça c'est super important, que y a rien qui s'arrête jamais. Ça se rejoint. Et voilà, et donc en respectant le libre arbitre de chacun, de penser ce qu'ils veulent, mais en tout cas de leur mettre sur la route des idées, peut-être des opportunités d'avoir une autre connaissance de ce qui se passe derrière le voile. Voilà, ça c'est l'esprit des anges. Puis le dernier, alors je suis pas venu pour faire un rabattage de tous mes livres, c'est parce que vous me l'avez demandé, donc je les ai ramenés. Justement, on t'avait reçu et tu présentais tes livres, ouais. Mais comme il y a eu un espace-temps... C'est vrai. Parce qu'il y a eu des livres entre-temps. Ouais. C'est vrai. Et le dernier en date paru, ça s'appelle Le chant des asphodèles. Alors ça, c'est celui qui est le plus particulier. Vous pouvez voir sur la jaquette, en fait, il y a ma tête d'un côté et il y a la tête de mon beau-père de l'autre. Mon beau-père était en fait quelqu'un que je considère toujours d'ailleurs comme mon beau-père spirituel, mon papa spirituel. Et en fait, ça raconte... Tout ce qui s'est passé avec lui, puisqu'il a été toujours témoin dans tous les livres, il était avec moi. Et là, en fait, il m'a accompagné, mais de l'autre côté, puisqu'il a entièrement écrit le livre avec moi, alors qu'il était décédé depuis 2 ans. Okay. Donc c'est un livre qui est écrit entièrement en écriture intuitive. Et j'ai des choses jusqu'au contact. En fait, c'est un fil rouge. C'est à la recherche de Bruno, en fait, là-dedans. Et c'est un fil rouge où je le retrouve à la fin dans une conversation... qui est surréaliste. Voilà. Et donc c'est plus romancé, mais d'un point de vue autobiographique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'entretien, on est plus dans ma vie où je raconte, c'est presque un journal de bord, quoi. Voilà. C'est un peu une rupture avec les précédents. Ouais, qui est un livre très bien, que j'ai lu, je crois,
En une semaine, je crois que je te l'avais dit. Et quand tu parles justement d'écriture intuitive, Oui. c'est pour expliquer brièvement, hein, c'est quoi exactement? C'est pas de l'écriture automatique, hein, on est bien Alors, d'accord. on connaît l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est un esprit qui intègre une incarnation, enfin, qui s'incarne dans un médium et qui va écrire par le biais de sa main sans que le médium soit au courant, en fait, sache ce qu'il est en train d'écrire. Ça, c'est l'écriture automatique. Moi, c'est pas ça du tout. C'est l'écriture intuitive. C'est-à-dire que quand je me mets devant une page blanche ou devant mon ordinateur pour écrire, je n'ai aucune idée de ce que je vais écrire. Par contre, je reçois des idées, mais j'en suis conscient. Donc, où est la frontière entre moi et ce que je reçois? J'en sais rien. Mais en tout cas, je reçois des choses, je les écris. Et quand je relis à la fin le manuscrit, je m'aperçois qu'il y a des mots, il y a même des mots que je connais pas. Donc, il y a des choses forcément qui me viennent d'ailleurs. Voilà. Après, j'ai pas du tout la prétention de dire voilà, ça vient des étoiles, ça vient de l'autre côté, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose. C'est pas moi qui écris, c'est pas moi qui écris totalement. C'est une collaboration avec, on va dire, une bienveillance de l'autre côté. D'accord. Qui est un très beau livre. Voilà. Merci. Il y aura d'autres livres, Oui. peut-être. Eh ben, il y a la suite qui est en cours. Là, après le chant des asphodèles, comme j'ai aussi une vocation de chanteur, ça va s'appeler le chant ce coup-ci, mais le chant des cygnes. D'accord. Donc c'est encore un jeu de mots. On va pas écrire des signes C-Y-G-N-E-S, mais des signes S-I-G-N-E-S. D'accord. Donc le chant du cygne, en fait, on connaît, c'est le chant un peu de la mort, de l'oiseau avant la mort. Enfin, il y a des ballets qui illustrent bien ça. Et en fait, dans le chant des cygnes, c'est un peu la suite. C'est-à-dire que c'est un peu ma vie, je raconte un petit peu. Il y a des gens qui m'ont dit un jour, mais pourquoi c'est bien d'écrire des entretiens, des choses comme ça, de retranscrire, mais pourquoi t'écris pas ce que tu vis un peu au quotidien? Et puis je me suis dit, bon, les gens vont penser que j'ai une vie un peu d'Indiana Jones avec des choses, mais pas du tout. En fait, je recense ce qui nous arrive et que nous, on vit parfaitement bien avec des manifestations qui pourraient faire peur à certaines personnes, mais que nous, on a intégré dans notre quotidien. Je dis pas que c'est tous les jours, mais en tout cas, on vit ça bien aujourd'hui. On sait très bien qu'on n'est pas tout seul. Voilà. Et donc, j'essaye de communiquer, de transmettre ça aux gens, toujours sans chercher à convaincre, mais de notre expérience de tous les jours. Voilà. Et un autre livre qui est en préparation, même deux encore, c'est prolifique. C'est également, donc je parlais tout à l'heure des vibrations sacrées, je commence à m'intéresser à la suite. Voilà, donc là je vais repartir, je pense, sur les routes, aller voir des gens. J'ai déjà quelques idées, leur proposer des entretiens, toujours sur les vibrations sacrées. Et j'aime bien aussi ça, c'est déstabiliser un peu les gens en fait, par rapport à des questions qu'on n'est pas censé leur poser. Par exemple, le père François Brune, je l'ai déstabilisé à la fin, je sais. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes en paix aujourd'hui? Alors je laisse voir la réponse. Et voilà. Et puis le dernier livre qui n'a rien à voir et qu'on évoquera peut-être tout à l'heure en fait, c'est un livre que j'ai voulu écrire avec mes filles et c'est un livre de sophrologie pour les enfants. D'accord. Voilà, donc avec des séances, on va dire, de relaxation qui intègrent des exercices, mais qui prennent le parti de faire vivre des histoires qu'elles me racontent. Donc là, c'est des filles donc avec des princesses, des choses comme ça, mais on intègre des petits exercices de sophrologie dedans, c'est-à-dire quand on voit un moulin et qu'on doit souffler dessus, l'enfant souffle, alors qu'en fait, il est en train de se vider les poumons, et en fait, ce sont des techniques de relaxation. Voilà, ça existe déjà, mais en tout cas, moi, je les compléterai avec leur dessin. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais. C'est super. Très bien. Remarquez justement une première pause dans cette émission Enquête spirituelle, et on se retrouve dans quelques petits instants. À tout de suite. De retour dans cette émission Enquête spirituelle en vidéo et en audio. Vous nous voyez maintenant dans le nouveau concept pour cette saison 5 et on est très heureux de vous retrouver là-dedans. On est toujours avec, vous nous voyez maintenant en direct sur YouTube, donc c'est simple, pour nous trouver. Vous allez sur YouTube, vous tapez Enquête spirituelle, vous avez notre page et vous avez le live. Vous pouvez y aller directement sur l'adresse, c'est youtube.com/enquête spirituelle/live. Comme ça, vous avez tout. Ce sera donc, les émissions, ce sera 2 fois par mois, Amy, je crois. Oui, 2 fois par mois. 2 fois par mois, on vous donnera toutes les dates sur notre page Facebook et aussi sur notre site et aussi dans la newsletter. Si vous n'êtes pas abonné, il faut vous abonner à la newsletter. Vous envoyez votre mail. Voilà. On est de retour avec notre invité Stéphane qui nous parlait, Stéphane Alès qui nous parlait donc de son parcours. On a déjà fait un quart d'heure là-dessus, mais on pourra encore faire des heures. Et on va aussi parler de ce que tu fais au niveau de ton, on va dire, de ton
pas de ton travail, mais ce que tu fais tous les jours, Mhm. parce que donc tu fais de la sophrologie et tu fais aussi de l'EFT, Ouais. qui est le principal sujet de ce soir, mais les deux sont un peu liés, Oui, pense que- complémentaire, on va dire, ouais. complémentaires. Donc qu'est-ce que l'EFT? Alors EFT, C'est qu'est-ce un que truc ça veut dire anglais déjà, enfin, c'est Américain. américain. Alors, c'est 3 initiales. EFT, c'est Emotional Freedom Technique. Ça veut dire technique de libération émotionnelle. Qu'est-ce que c'est l'EFT en fait Pour être assez précis, c'est une technique psychocorporelle parce qu'elle mobilise en même temps les pensées et le corps par des pressions répétées sur des endroits précis du visage, du torse et des mains. En fait, on peut considérer ça comme une acupuncture sans aiguille. C'est-à-dire qu'avec la personne, on va parler, on va bien parler, on va identifier la cause de sa venue, et puis on va l'amener à réfléchir sur elle-même en fait, et aller chercher peut-être un trauma qui est passé, qui est peut-être pas forcément récent, quelque chose qui est ancien. Une fois que ce trauma a été identifié, on va faire ce qu'on appelle une ronde EFT, c'est-à-dire la ronde EFT, on va aller tapoter donc des méridiens. Sur le corps, donc comme j'ai dit, sur le visage, le torse, et puis et on va verbaliser en fait une phrase pour démarrer. Et donc cette phrase, elle va dire par exemple, je sais pas moi, prenons l'exemple d'une personne qui mange un peu trop. La personne vient consulter parce que elle mange, elle sait pas s'arrêter de manger, elle ne sait pas résister à grignoter plein de choses, et voilà. Et donc ça la fait souffrir. Elle aimerait bien savoir d'où ça vient. Donc on va commencer par lui faire verbaliser ce qu'on appelle la phrase pour commencer, la phrase de préparation. Donc on va tapoter sur... Alors là, ça va pour la radio, c'est cool, mais il y a la vidéo. Donc on appelle ça le point karaté. Vous voyez, on va tapoter pour commencer sur le point karaté, on va faire verbaliser la personne. Même si je mange intempestivement, même si je ne sais pas m'arrêter, même si je suis toujours tenté par manger des choses, des confiseries, eh bien je m'accepte et je m'aime comme je suis. Ça, c'est ce qu'on appelle la phrase de préparation. D'accord. Et après, on va reprendre ce qu'a dit la personne dans son discours, c'est-à-dire des choses négatives. C'est-à-dire que l'EFT, le but, c'est de faire ressortir des émotions qui sont enfouies et qui sont engrammées quelque part, en fait, et qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et ces émotions, malheureusement, elles peuvent se retranscrire dans la vie de tous les jours ou de temps en temps sous forme de crise. Ça peut passer par des burn-out, des dépressions, des choses comme ça, et la personne ne sait pas ce qui se passe, alors que c'est juste une manifestation de ce trauma qui revient de temps en temps et qui dit attention, je ne suis pas digéré, je suis toujours là. D'accord. Voilà, en gros c'est ça. Donc après on va faire la ronde des méridiens. Donc je vais pas tous les faire, mais on va taper sur la tête, au coin de l'œil, ici, et à chaque fois on tapote avec 2 doigts, ou on masse avec 2 doigts en dessous de l'œil, voilà. Donc et ça rejoint tous les méridiens. Voilà, il y a le méridien. Et ça, on le fait nous-mêmes ou toi tu le fais sur la personne? Non. Alors la personne, en fait, le but aussi, c'est l'EFT. Ce que j'ai pas dit, c'est c'est une thérapie brève. Et le but principal de l'EFT, c'est rendre l'autonomie à la personne qui va le faire. Donc, il n'y a pas question qu'on s'inscrive pour 30 séances ou 5 ans de thérapie. Okay. Le but, c'est de rendre l'autonomie. Donc effectivement, la personne va tapoter les méridiens en même temps que moi, c'est-à-dire qu'on va être en vis-à-vis. Moi, je ne touche jamais la personne, mais elle va faire la même chose que moi. Donc, on va tapoter les méridiens et la personne répète les phrases que je lui suggère. Ou elle met ses propres mots si les mots sont plus justes à son niveau. D'accord. Voilà. Et donc, le but, c'est de faire ressortir ses émotions. Et des fois, la personne peut se mettre éventuellement à pleurer ou peut avoir des manifestations plus ou moins fortes. Le but, c'est que sur une échelle, ce qu'on appelle l'échelle sud, nous, en fait, de 0 à 10, on va lui faire prendre conscience au début, en lui faisant fermer les yeux et en pensant à la situation anxiogène, du niveau d'intensité de l'activation qui se fait justement quand on évoque le trauma. Par exemple, la personne va dire, voilà, là, c'est très très fort, donc je suis plutôt à 9. Et cette émotion, elle va j'ai le souffle coupé, je commence à plus savoir respirer. Et donc voilà, donc on est à 9. Le but, c'est qu'on fasse autant de rondes qu'il faut, mais d'arriver à 0. Et après, on avance. Et on revient. D'accord. Voilà. Donc je peux peut-être donner un exemple sans citer personne. Okay. Je parlais par exemple d'une personne qui mangeait trop, qui ne savait pas s'arrêter. On a cherché pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui peut déclencher quelque chose comme ça, parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Et en fait, on se rend compte que la personne, elle a arrêté de fumer il y a quelques années. Donc on fait une ronde là-dessus. Mais c'est pas ça.
Et on demande en fait à la personne, mais qu'est-ce qui peut y avoir comme rapport à la nourriture qui soit quelque part, il y a quelque chose qui coince, qui ne va pas. Puis la personne dit, bon, quand j'étais petite, il y a bien quelque chose qui s'est passé avec mes parents, mais ça ne doit pas avoir de rapport. Donc généralement, moi j'aime bien quand on me dit ça, parce que je dis, j'aime bien quand ça n'a pas de rapport, mais si vous pouvez l'expliquer. Et en fait, la personne explique en fait que quand elle était petite, elle était à table avec son frère, avec ses parents, et que son frère ne voulait absolument pas manger, il criait, ça se passait très très mal, et que ça énervait tout le monde jusqu'au jour où le papa s'est levé et s'est mis à hurler, et ce qui a pétrifié tout le monde, puisque c'est quelque chose qu'il ne faisait jamais. D'accord. Il y a eu une violence verbale. Et donc le petit garçon s'est arrêté de pleurer. Et puis elle, cette petite fille qui était en face, donc la dame aujourd'hui, elle s'est dit, bon, puisque c'est comme ça, j'ai jamais vu mon papa comme ça, et ça me fait tellement peur qu'il peut me donner n'importe quoi, je mangerai toujours tout, même si j'aime pas. D'accord. Ça constitue ce qu'on appelle, nous, un schéma. Et c'est quelque chose qui va venir s'engrammer profondément dans l'inconscient, et quelque chose qui est cadenassé et qu'on enferme. Voilà. Et ça se traduit aujourd'hui, le trauma, il se traduit aujourd'hui par le fait que cette dame, pour rester en vie et pour ne pas subir de violence, elle mange. Ok. C'est un exemple. Donc en fait, tu essaies de trouver avec la personne donc la raison, finalement la raison enfouie de sa venue, parce que finalement elle vient peut-être pour donc, un problème de... Exactement. C'est peut-être complètement autre chose. Ouais. Après, la première question, c'est de dire, qu'est-ce qui vous amène ici ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir ? Tu arrives à décoder donc la vraie raison au moment de la ronde, quand les émotions Alors, j'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas, c'est le but, c'est de trouver. Alors, ça se fait pas forcément en une seule séance, ou 2, ou 3, ou 4. Des fois, il faut aller très loin pour aller rechercher des choses. Il faut remonter avant. Il faut faire preuve d'un certain degré de psychologie. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Puis, il y a des cas extrêmes. Là, je parle, par exemple, d'un cas qui est lié à un besoin de s'alimenter. Intempestivement, on va dire, mais il y a des cas extrêmes qui peuvent être des traumas très très lourds, comme par exemple une personne qui a subi, pour être très 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 à l'excès, un viol par exemple dans la jeunesse, et cette personne, pour éviter de choisir le suicide ou quoi que ce soit, en fait, pour rester en vie, cette personne a enlevé toutes les prises cognitives par rapport à ça, donc elle se déconnecte complètement du souvenir. On peut même parfois arriver même à un déni par rapport à ça. Avec l'EFT, on va remettre toutes ces prises progressivement dans le courant pour refaire prendre conscience et reconnecter la personne à son propre état d'être, à son moi intérieur. Donc ça peut être violent. D'accord. Ça peut être très violent, il faut savoir gérer. Il y a des techniques. Par exemple, sans rentrer trop dans le détail, on peut faire ce qu'on appelle un film, la technique du film. Le film, on lui dit, voilà, pudiquement, vous allez mettre un nom sur cette séquence, donc par exemple de trauma, sans pour autant le verbaliser dans un premier temps vis-à-vis de moi, mais on va mettre un titre. Et donc on va mettre un titre neutre pour pas activer la personne, parce que sinon elle va s'activer tout de suite, trop. Et après on peut pas faire grand-chose. Simplement, c'est très progressif, c'est très doux, et puis on arrive à des résultats qui me bluffent, moi, à chaque fois. C'est donc le film, en fait, la personne va revivre sur son écran mental tout ce qui s'est passé. D'accord. Et à chaque fois qu'il y aura une activation par rapport à ce qu'elle va voir, moi je le vois, donc on lui dit qu'elle a une télécommande dans la main, qu'elle arrête le film quand elle veut. Si elle ne le fait pas, c'est moi qui le fais à sa place. Si je la vois commencer à respirer très fort et tout ça, on arrête, on met en pause, on fait une ronde sur ce qui est en train de se passer, on descend l'échelle sud à 0 et on passe à la suite. D'accord. Jusqu'à temps qu'on arrive à la fin du film, que la personne puisse regarder le film sans problème, sans aucune activation. Voilà, c'est un peu technique, mais voilà, c'est un peu le principe. Et des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas justement à exprimer leurs sentiments ou qui n'arrivent pas à pleurer. Alors c'est pareil, elles peuvent être susceptibles de craquer justement devant toi. Le but, c'est pas de les faire craquer. Le but, c'est, ça serait triste, sinon mon métier de faire pleurer les gens que je fais venir. Ça pourrait être de la colère aussi, non ? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la colère. Moi, je l'ai expérimenté. Comment je suis venu à l'EFT ? Je l'ai expérimenté sur moi en fait, avec une dame qui travaille à Marc-en-Barœul. Qui s'appelle Estelle Audouin, pour pas la nommer, et qui m'a mis le pied à l'étrier par rapport à ça. Moi, je me suis dit, il faut que je connaissais pas l'EFT, c'est quelque chose de terrible.
Et j'ai expérimenté en fait cette colère qui est montée en moi. Bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai senti comme quelque chose de chaud, bouillant, qui se répandait dans le ventre, qui monte. Et voilà, c'est quelque chose. Ça peut se traduire effectivement, les émotions. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la peur, ça peut être n'importe quoi en fait. Hein. Ça peut être des gens qui tombent à genoux aussi, dans les cas extrêmes. On évite d'activer trop les personnes tout de suite. Sinon, on peut se retrouver face à des choses très, très spectaculaires. Ce qui n'est pas le but. D'accord. Et donc cette méthode, tu la combines avec la sophrologie ? Comment ça se passe ? Alors quand les gens viennent me consulter, en fait, on décide ensemble ce qui est le mieux pour elle, à savoir qu'est-ce qu'elle attend exactement. Voilà. Donc la dernière personne que j'ai vue, par exemple, j'étais arrivé en me disant, voilà, cette personne me voit comme un sophrologue, sophro-relaxologue, donc on va travailler sur l'enfant intérieur, sur des choses comme ça. J'écoute ce qu'elle me dit et je me rends compte en fait que non, c'est pas ça du tout. J'ai quelque chose de plus immédiat à lui proposer par rapport à ses attentes, ce qui fait que aujourd'hui on alterne, on fait une séance de EFT, une séance de sophrologie, une séance de EFT et ça lui va bien comme ça. Et on trouve une vraie complémentarité dans ces deux disciplines puisque les deux sont inhérentes au bien-être du mental et aligner le corps et l'esprit. Donc c'est vraiment quelque chose de complémentaire, oui. D'accord. Et donc tu disais... Oui, Vas-y. C'est une méthode de thérapie courte alors ? Oui, c'est une thérapie courte. C'est ça qui est intéressant. C'est que, bon, elle se substitue en rien à aucun traitement médical. Ça, j'insiste là-dessus. Jamais on doit faire arrêter un traitement quel qu'il soit. Elle est pour tout le monde, sauf, on va dire, pour les cas mentaux, on va dire, très poussés où là il vaut mieux consulter un psychiatre, mais on peut finir à bout par exemple des phobies, des angoisses, des peurs, peurs de transport, peur de n'importe quoi en fait. On peut vraiment travailler sur les angoisses de la personne, sur des choses qu'elle ne comprend pas aujourd'hui, l'amener à réfléchir justement là-dessus. Qu'est-ce qui fait que, c'est quoi le moteur déclencheur ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une crise qui se passe à un moment T ? Ça s'adresse également aux enfants. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut être très doux, voire aux femmes enceintes et voire même avant que l'enfant soit né. D'accord. Et favoriser un dialogue interne en fait entre la maman et le fœtus. D'accord. Donc en préparation et voilà. Donc les enfants c'est rigolo parce que les enfants ça va encore plus vite que les adultes parce que en fait les enfants n'ont pas de mental. Donc nous on mentalise beaucoup, donc on a le temps de créer des tas de choses, de schémas, de choses comme ça, de les enfermer à double tour, tandis que les enfants ils réfléchissent pas, donc c'est du cash, c'est tout de suite dans l'instant présent, et puis voilà. Et généralement, une ou deux séances suffit à débarrasser l'enfant soit de peur nocturne, soit de peur d'aller dans la cour de récréation, soit d'énurésie, de choses comme ça. C'est vraiment... Et ça, ça aussi, ça me bluffe à chaque fois, parce que c'est vraiment impressionnant de voir comment les enfants réagissent très, 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 très vite par rapport à ça. Alors généralement, la maman est là pour la séance, une ou deux séances, et après, c'est elle qui prend le relais à faire la ronde sur l'enfant même. Oui, dans ce cas-là, donc c'est le parent qui fait la ronde sur l'enfant ? Oui. Ok. Puis c'est un jeu, c'est rigolo. Et puis moi, je pense que donner l'opportunité de maîtriser le FT à des enfants, c'est leur donner des outils pour plus tard qui vont justement les empêcher de créer tous ces schémas qui pourrissent la vie et qui reviennent intempestivement se manifester quand on s'y attend moins. D'accord. Très bien, on va marquer une deuxième pause, car on parle. On va boire un petit coup, de l'eau je précise, et on se retrouve dans quelques petits instants. À tout de suite. De retour dans cette émission Enquête spirituelle en live. Vous avez l'adresse en bas de l'écran, www.enquête-spirituelle.com, et vous avez le live donc sur YouTube. Ce sera bientôt aussi sur Facebook. Vous pourrez nous voir des deux côtés, et l'émission sera bien sûr disponible en replay, on va dire en replay, sur YouTube et également sur Facebook, et aussi en audio sur notre traditionnel podcast pour ceux qui écoutent sur leur petit smartphone ou tablette ou en voiture aussi, car vous nous écoutez aussi en voiture, vous nous l'avez dit. C'est d'ailleurs très bien. On reprend avec notre invité, qu'on parle de l'EFT ce soir, donc Stéphane Allez. On voulait parler de plusieurs choses, il y a tellement de thèmes à aborder par rapport à tout ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et c'était plutôt par rapport à la formation, hein, c'est ça qu'on disait hors antenne, comment se former, ou comment toi tu es arrivé justement à te former là-dedans.
Alors déjà, en EFT, on estime qu'il y a à peu près dans le monde 10 millions d'adeptes aujourd'hui. Donc c'est paradoxalement très peu, mais ça commence vraiment à se démocratiser. Il y a quelques années, il n'y avait rien en France. Donc, c'est pas depuis longtemps, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est genre une dizaine d'années, un truc comme ça. Ouais, c'est même pas. Enfin, ça commence vraiment un petit peu à se démocratiser maintenant. Les gens commencent à s'intéresser à ça. On avait parlé des techniques qui avaient été rapportées à l'époque par David Servan-Schreiber, qui avait commencé à parler aussi de l'EMDR, enfin, de choses comme ça. L'EFT. Donc en fait, moi, j'ai suivi des cours en fait dans une école qui s'appelle l'IFPEC. IFPEC, qui se situe à Lyon. Il y a une antenne à Paris également. Et le formateur, en fait, j'ai eu la chance en fait d'avoir le formateur qui a vraiment démocratisé un petit peu en France cette EFT. Et il s'appelle Jean-Michel Guret, que je salue, si on regarde. Et c'est vraiment quelqu'un qui a une approche de ça, qui sait vraiment communiquer un intérêt pour l'EFT. Et d'ailleurs, je peux montrer, j'ai ramené des livres. Ouais. Il y a un petit livre qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, qui a été écrit en collaboration avec plusieurs thérapeutes, dont Jean-Michel, qui s'appelle Le petit livre de l'EFT. Alors ça, c'est abordable, ça coûte même pas 3 €. C'est vraiment le petit livre. Quoi. Et c'est un condensé, et c'est vraiment très bien fait, parce que vraiment il y a la ronde, on montre les points, les méridiens. On peut le mettre dans sa poche, celui-là. Ah, c'est le poche de pantalon, oui. Voilà, la poche de pantalon, pas la poche dans le portefeuille. Voilà. Et après il y a le livre un peu plus important qui est l'EFT pour les nuls. Alors comme je disais hors antenne, c'est tout sauf pour les nuls, parce que c'est une collection quand même qui est abordable, mais qui est vulgarisée, on va dire, mais qui est pas pour les nuls du tout, puisqu'il faut quand même c'est un peu poussé par endroits, mais c'est vraiment très très bien fait. Si ça vous intéresse d'aller voir dans l'EFT. Donc voilà, donc je parlais de l'IFPEC. Donc moi j'ai suivi ça à Paris. C'est plusieurs modules, plusieurs ateliers, ça dure quelques jours, donc ça peut s'inscrire parfaitement dans un cursus de quelqu'un qui suit qui a un travail. Voilà, ce sont des stages en fait de formation. Après il faut s'intéresser à ça, faut l'intégrer tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est que le premier module, on nous donne tout de suite ce qu'on appelle la trousse à outils. La trousse à outils, finalement, c'est pas grand-chose. C'est la ronde des méridiens. Donc, c'est apprendre comment tapoter, connaître les méridiens, évidemment, et connaître un peu comment fonctionne le corps humain. Oui. C'est-à-dire avec les interactions entre les signaux qui sont envoyés et tout ça. Après, il y a la psychologie qui vient s'inscrire. Donc, l'IFPEC s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels de la santé. Donc ce sont deux choses différentes. Si on a un particulier, on peut suivre des choses qui sont destinées à des particuliers, simplement dans un cadre privé, on va dire. Et puis il y a le cas de reconversion également, donc de personnes un peu comme moi. C'est pas une reconversion parce que Sophro et EFT c'est complémentaire, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut s'inscrire vraiment dans un cursus et devenir une spécialisation par la suite. Voilà pour la formation. D'accord. Question, Laurent. Du coup oui. Donc par rapport à ta formation, donc du coup ça on a compris par rapport à l'école aussi. Donc c'est ouvert vraiment à tout le monde. Mais je veux dire après c'est pas comment expliquer ça. C'est pas un jeu de faire non plus de l'EFT. C'est vraiment quelque chose de concret. Si on se forme, si on fait les choses, c'est pour faire les choses, pour vraiment aller au bout justement du déblocage émotionnel qui va derrière quoi. C'est pas. De toute façon, il faut savoir qu'en Occident, on est toujours on cache toutes nos émotions en Occident. Donc c'est quelque chose qui fait partie d'une culture. Donc en cachant nos émotions, au moins on essaie de garder le contrôle. Sauf qu'on garde rien du tout et que ça se manifeste d'une manière ou d'une autre. Puisque c'est Jacques Salomé, en fait, c'est dans le petit livre bleu justement, qui dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc on est dans le jeu de mots. Encore une fois, le jeu de mots, vous l'écrivez comme vous voulez. Mais c'est rigolo de voir que de toute façon, même quand la personne s'arrête de parler, le corps, lui, va continuer de parler. Ce qu'on appelle le langage du corps. Donc ça va se manifester d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qu'il faut identifier en fait dans une ronde EFT. Et donc je pars d'un autre côté. Donc pour revenir à l'école, moi je me suis inscrit dans la section en fait donc des thérapeutes. Donc je peux pas parler des particuliers, mais je sais que ça se fait.
En tout cas, il y a beaucoup de psychologues, de psychiatres. Moi, j'ai vu des psychiatres, des sophrologues. Donc, c'est bien parce que la psychiatrie, on voit que les gens commencent à s'ouvrir aussi à d'autres formes. C'est plus du tout l'image qu'on a de quelque chose qui est sclérosé, qui est vraiment cristallisé autour d'un apprentissage et d'un enseignement. Non, il y a des ouvertures qui se font aujourd'hui. Moi, je trouve ça vraiment réjouissant de voir qu'il y a plein de professions qui commencent à s'ouvrir à ces techniques et à reconnaître leur efficacité quasi immédiate. Il y avait une chose que je voulais poser, enfin nous on a déjà parlé hors antenne et même hors sujet aussi, à côté de toutes les émissions, par rapport à l'EFT, quelque chose qui j'aime bien, on va dire, c'est pour rapport aux enfants, etc. On parle du doudou EFT, tu m'en avais parlé. Dommage, j'aurais pu le ramener. Voilà, ah bah oui, effectivement. Mais bon, c'est quoi ça? C'est rigolo, alors doudou EFT, c'est un ours en peluche, un gros ours en peluche, en fait, où il y a des petits boutons qui sont cousus aux endroits, en fait, des méridiens à tapoter. Donc les principaux méridiens. Donc c'est simplifié pour les enfants. Mais ce qui est particulier donc avec le FT, c'est que l'enfant peut tapoter ses méridiens, donc mais par procuration, alors qu'il se touche même pas. Donc il y a quelque chose qui va se passer en touchant le doudou. En fait, il est dans l'intention de créer quelque chose. Donc c'est comme ça que ça marche, parce qu'on va dire on touche pas l'enfant, donc le EFT ne marche pas au contact physique. Voilà, tout à fait. Alors il y a plusieurs techniques avec les enfants. Il y a le doudou EFT que lui va appuyer sur le machin, sur les petits points, pardon. Ou alors c'est le thérapeute qui va tenir le doudou et qui va raconter à l'enfant, voilà, mon nounours, tu vois, Monsieur Ours, il a très mal, il a peur d'aller dans la cour de récréation. Est-ce que tu veux l'aider à s'en sortir? Donc l'enfant généralement rentre dans le jeu. Ou pas, ça dépend des enfants, mais c'est rigolo. Et puis là, il y a une vraie... ce qui est plus difficile avec un enfant, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. C'est gagner l'alliance thérapeutique, donc c'est-à-dire le fil qui va nous relier, qui va faire que l'enfant va avoir confiance en vous et va vous accorder du crédit. Donc ce doudou peut servir de lien. Il y a une autre technique qui est rigolote aussi, c'est ce qu'on appelle la technique, on en parle dans le livre, des petites portes. C'est-à-dire, on va symboliser chaque méridien par une petite porte, et puis la maman va dire, toc toc, bonsoir les émotions, on va aller chercher tout ce qu'on veut comme émotion, en symbolisant ces portes, en disant que voilà, il y a certaines portes qui peuvent rester coincées, il y en a qui restent ouvertes, et puis bon, est-ce que tu peux nous aider à rouvrir ces portes afin que les émotions puissent circuler librement comme avant. Voilà, tout est par le jeu. Tout est par le jeu. Mais c'est rigolo. Et ça va, comme je disais tout à l'heure, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut, justement, un cas concret avec des enfants? Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Parce que c'est vrai que c'est tellement vague. Qu'est-ce qu'on peut adapter avec un enfant? Qu'est-ce qu'on peut, entre guillemets, guérir? Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'EFT? Le cas classique chez les enfants, c'est la terreur nocturne. Ouais. La terreur nocturne, la peur des cauchemars, des choses comme ça, ou je disais tout à l'heure l'énurésie, les enfants qui font pipi au lit, ou voilà, c'est principalement les causes chez les enfants. Ou alors peur de l'école, ou peur de quelqu'un, ou voilà, c'est des angoisses. Et ça, je vous dis, c'est vraiment une ronde, 2 rondes, ça suffit généralement. Donc, l'énurésie, c'est peut-être un peu plus poussé parce qu'on va aller chercher vraiment la cause, peut-être, de ce qui provoque ça. Maintenant, des cauchemars, il suffit d'identifier la cause, et puis, c'est pas toujours super facile. Il faut vraiment identifier. C'est ça le principe de l'EFT, c'est qu'il faut être très précis. C'est qu'il faut vraiment cibler, c'est ce qu'on appelle cibler la problématique. Une fois que la problématique est ciblée, qu'on sait qu'on est dans le bon chemin, là on peut y aller avec la personne, que ce soit un enfant ou un adulte. D'accord. Et petite question que je me pose, peut-être que les auditeurs se posent, est-ce que ça marche sur les bébés? Oui. Parce qu'on dit les enfants, mais ça marche sur les bébés aussi. Ça marche sur les bébés parce que là, on est dans un contact avec la maman. Et alors, bien sûr, on va pas tapoter comme la fontanelle et tout ça. Donc, on va pas tapoter. On va plus faire un massage sur les bébés. Vous voyez, c'est par exemple, on va activer les points comme ça en faisant des petits massages. On va réduire la ronde à quelques méridiens. On va pas faire tous les méridiens. Mais on va l'adapter au bébé.
Bien sûr, mais il n'y a pas de mental, il n'y a rien. Donc en fait, comme on tapote des méridiens, enfin là on masse des méridiens, il y a cette énergie qui recircule. Puisque le but, c'est de faire recirculer une énergie. Donc à partir de là, on peut faire ce qu'on veut. C'est les bébés, on va pas traiter des choses très très lourdes. Les bébés, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. C'est vraiment, c'est par exemple un bébé qui pleure trop, ou un bébé qui crie trop, ou qui s'énerve. Voilà, voilà le genre de... Après, on va pas très très loin avec les bébés. Ouais, c'est déjà bien. C'est le principal. Et puis c'est toujours bluffant, comme je dis. En fait, c'est quelque chose de quasi immédiat, instantané. Moi, les personnes que j'ai en face de moi me disent généralement, j'ai l'impression de décoller. Là, je sais plus où je suis trop. Voilà. Donc, on la remet en ancrage. Et là, c'est la sophrologie qui prend le relais. On lui redonne les points d'ancrage, on lui redonne le corps. Le but, c'est de vivre ici et maintenant. C'est ça le truc, c'est de vivre ici et maintenant et d'être bien dans son corps, dans sa tête et d'avoir un alignement en fait de ce qu'on appelle les chakras en fait. Ok. Est-ce que ça peut aider à soulager des maladies lourdes, des handicaps ? Ça peut aider. Oui. Contribuer à aider, à soulager, oui. Par exemple, des personnes qui souffrent de cancer et tout ça, le but, c'est pas de guérir le cancer, mais c'est de les aider à intégrer justement cette vibration, puisque c'est une vibration de maladie, dans leur parcours. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment quelque chose qui peut les faire accepter leur quotidien, le vivre mieux, et refaire circuler l'énergie dans un sens, dans l'autre. Et voilà, c'est vraiment intégrer quelque chose dans un parcours, plus que quelque chose qui empêche de vivre. Ouais, voilà. Accepter et déculpabiliser aussi, peut-être. Ça peut passer par cette phase-là, oui, tout à fait. D'accord. Et peut-être aider aussi à comprendre le message qu'il y a derrière ça. Oui. Mais en aucunement j'aurais la prétention de guérir une maladie lourde. Ça, après, je pense qu'il faut savoir s'ouvrir au champ de tous les possibles et il n'y a aucune porte de fermée. Tout est possible. Maintenant, jamais je ne ferai une telle promesse à une personne. Mais en tout cas, je peux très humblement à mon niveau l'aider à la conforter, à vraiment vivre ça autrement. Ce qu'on peut faire aussi par la sophrologie. Oui. Moi, j'ai vu des personnes en sophro qui souffrent de fibromyalgie, par exemple. Ça, c'est quelque chose... on redonne une autre dynamique de vie, on les aide à intégrer des choses, voilà. Mais je ne suis pas guérisseur. Pas moi, en tout cas. On en connaît, enfin, après aussi c'est toute une question de croyance. On parlait justement donc des méridiens, des points, on les a vus tout à l'heure au début de l'émission. Lesquels, on va dire, on peut citer peut-être les principaux et à quoi c'est relié, parce que c'est relié donc au point d'acupuncture, comme tu as expliqué, donc ça vient de là-dedans. Donc du coup, lesquels font quoi, on va dire, les principaux? Alors, moi j'aime bien donner à la personne qui est en face de moi les deux principaux. Parce que si je commence à rentrer dans le détail, ça va faire un peu lourd. Ouais, mais il y a le premier. Il y en a deux. Il y en a un qui est ici, qui est juste en dessous de la clavicule, au niveau de la clavicule. Et ça, on est dans la sécurité. C'est-à-dire qu'on appelle ça le point de sécurité, le point de secours. C'est-à-dire que si la personne, par exemple, au cours de la ronde EFT s'active trop, on va revenir sur ce point de sécurité et on va activer ce point de sécurité qui est juste au niveau de la clavicule. Voilà, ça c'est vraiment très important. L'autre qui revient souvent, il se situe juste n'importe quel pouce en fait. Vous prenez l'ongle du pouce et c'est dans le bas inférieur à droite du pouce. Voilà, ici. Donc il faut savoir que les points aussi de ces points d'acupuncture, ils sont pas très grands. Ils forment, je pense, 1 mm de diamètre. Il faut vraiment le cibler. Vu que c'est avec des aiguilles à la base. Exactement. Forcément. Donc il faut le cibler. Et ça, c'est le point de la tristesse. Donc si une personne est trop triste, même dans sa vie de tous les jours, si vous-même vous avez une tristesse ou des choses, en massant ce point-là, vous pouvez refaire circuler l'énergie. Là, on est directement sur le point d'acupuncture qui est lié à la tristesse. Voilà. Après, il y en a d'autres, bien sûr. Nous, on appelle aussi... Alors, ce que je peux évoquer très rapidement, c'est qu'en EFT aussi, on se heurte par rapport à ce qu'on appelle des inversions psychologiques. C'est-à-dire que le corps va fabriquer quelque chose, va créer un moteur, une émotion, en pensant bien faire. C'est-à-dire que c'est un mécanisme de défense. Et il va créer quelque chose, par exemple... qui m'en vient pas du tout à l'esprit. Je disais par exemple cette dame tout à l'heure qui passe sa vie à manger. Voilà. Donc
le corps fait ça, lui intime en fait, le mental lui dit voilà, il faut manger pour rester en vie. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus légitime. Bien sûr qu'il y a eu peut-être une violence verbale quand elle était petite, mais aujourd'hui, elle est plus petite. Elle est maître de sa vie. Et donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle une aversion psychologique. Et ça, il faut les traiter parce que ça peut faire en sorte que la séance de FT qui va en découler va être pas concluante. Et si elle n'est pas concluante, malgré le fait qu'on ait bien ciblé ce qu'on voulait faire au départ, il faut traiter ces inversions psychologiques. D'accord. Et donc, ces inversions psychologiques, il y a plusieurs techniques aussi. Il y a par exemple ce qu'on appelle le point sensible, ici, qui se situe, alors c'est plus pour les hommes au niveau, alors pour ne pas citer de marque, ça se situe au niveau du crocodile, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est à peu près à ce niveau-là, c'est un point sensible. Quand vous le touchez, vous l'activez, vous sentez il y a un point ici quelque part qui fait très très mal, enfin qui est sensible, d'où son nom. Ouais, et en l'activant, on peut verbaliser cette phrase. Donc même si mon corps a certainement une très bonne raison de me faire ci, de me faire ça, je m'accepte comme je suis. Je m'aime comme je suis. Voilà. Et là, on traite les inversions psychologiques. Bien sûr, il y a d'autres techniques. Ça serait trop long. Ouais, ça serait trop long. Justement, on va faire une petite pause, dernière pause d'ailleurs avant la fin de cette émission. On se retrouve dans quelques petites minutes. À tout de suite. De retour dans cette émission Enquête spirituelle, on est en direct sur YouTube et vous nous regardez aussi en podcast, tout du moins, je l'espère. On est avec notre invité Stéphane Allaise qui nous parle de l'EFT ce soir et on a une question d'ailleurs d'un auditeur en live sur YouTube, j'allais dire sur Facebook, mais on sera aussi en live. Soit tu la poses, Amy, ou je la pose, comme tu veux. Allez, parle un petit peu. Vas-y, oui. Tu l'as pas. Alors, est-ce que l'EFT peut intervenir dans le cadre du traitement d'un trauma violent récent, exemple victime d'une agression ou de braquage ? Ah oui, complètement. Complètement. D'ailleurs, je pense qu'il y a, de mémoire, il y a une cellule qui a été ouverte suite aux attentats de Paris où il y a eu justement le traitement par l'EFT de ce genre de choses. Donc oui, bien sûr, l'EFT, ça s'inscrit exactement dans ce genre de choses. Le but, c'est d'enlever toutes ces images, ces émotions qui sont liées à un trauma violent, comme une agression. Et oui, bien sûr, ça c'est vraiment quelque chose. On a le même exemple, par exemple, en Haïti, où tous ces gens ont perdu des gens. Oui, forcément. Et il y a donc, pour ne pas le citer, Jean-Michel Guret, que j'évoquais tout à l'heure, qui est parti dans une mission humanitaire là-bas pour aller justement enseigner aux mamans, voir les enfants et puis leur apprendre les techniques de FT. Donc vraiment pour dédramatiser et enlever toutes ces images violentes. Oui, donc complètement. D'accord, c'est bien de le savoir. Et justement, parce que tu fais l'EFT, mais tu fais aussi les livres, mais les deux ne sont pas forcément liés. Non, j'ai parlé tout à l'heure de capacités médiumniques, on va dire, de choses comme ça. Bien sûr, je différencie les deux, ça n'a rien à voir. C'est même pas complémentaire, quoique peut-être par certains endroits. Je forme le vœu qu'un jour on puisse dire voilà, l'invisible est là, ça existe, c'est pas du paranormal, c'est tout à fait normal. Je pense que ça arrivera un jour, mais aujourd'hui ça peut, et je peux le comprendre, faire comprendre à certaines personnes qui se disent oui, mais moi je veux bien faire de l'EFT, mais pas du spiritisme ou être un mec, je dis n'importe quoi, mais ou aller voir un médium, ça n'a rien à voir. Dans le cadre de ma profession, en tant que praticien donc de EFT, en aucun cas il y a de forme de médiumnité ou de choses comme ça. Ça n'a rien à voir. D'accord. Justement, parlons de toi. Je veux prendre rendez-vous avec toi, ça m'intéresse l'EFT. Comment on fait ? Alors on peut passer par mon site, le plus simple c'est qu'il y a toutes mes coordonnées sur le site. Alors c'est www.stéphane-alès.fr, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors Alès, ça s'écrit A2LAEYS, A2LAEYS, c'est plus dur à retenir. Et là c'est le site de sophro relaxologue, on va dire, on trouve mes coordonnées pour l'EFT ou la sophrologie. Et l'autre, c'est les vibrations. C'est vibrationsacrées.free.fr, de mémoire, tout attaché. vibrationsacrées.free.fr. C'est le titre éponyme, en fait, par rapport à mon 3e livre. D'accord. Et ça, c'est mon site d'auteur qui relaie un peu, je dirais, le parcours à côté, plus lié, on va dire, à l'invisible. Ouais. Et c'est important de le préciser aux auditeurs, surtout ceux qui nous suivent également. Enquête spirituelle, voilà, c'est une association, on est bénévole. On a également une vie privée, on a un travail. On ne fait pas que ça, alors, c'est pas une société. Non, du tout. Et on ne cherche pas à convaincre, on enquête et on veut avancer avec
avec les autres et aider les autres. Et voilà, d'où la coupure aussi des 2 ans, c'est que voilà, il y a d'autres priorités dans la vie, il faut savoir faire des choix, les bons choix, trouver le temps et les bons moments aussi. Donc, il faut savoir revenir. Et voilà. Et après, on prend le temps de revenir, de trouver un créneau et c'est super en tout cas. Tout à fait. Et tes livres, on peut les trouver où ? Sur notre boutique en ligne. Sur votre site à vous. Il y a, en fait, le plus simple, moi je pense que vous avez ajouté une plus-value par rapport aux autres, puisqu'on peut les trouver n'importe où, ces livres, mais moi j'aime bien en fait passer par vous parce que vous proposez quelque chose en plus que les autres ne font pas, c'est-à-dire que vous demandez à l'auteur de dédicacer tout à fait. le livre aux gens, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est sympa. En tout cas, moi personnellement, si je devais acheter un livre, je passerais là parce que je trouve vraiment sympa d'avoir la dédicace de l'auteur, pas forcément moi, on s'en fiche que ce soit moi, mais vraiment, voilà. Donc passez par votre site, moi je trouve ça très bien. Donc voilà, donc c'est enquête-spirituelle.com, la rubrique boutique. Donc sur la boutique en ligne, vous retrouvez tous nos magazines, des abonnements et également donc tous les livres des auteurs. Donc on n'a pas de stock chez nous. C'est vraiment l'auteur qui vous envoie donc son propre livre avec une dédicace personnalisée. Voilà, c'est ça qui est important de le dire. Oui. Tu as raison. Donc nous on met en avant des œuvres, mais c'est véritablement l'auteur qui vous les envoie. Voilà. Comme à une conférence en fait. Tout à fait, voilà. C'est ça. Tout à fait, mais voilà, que tu parles de conférence, c'est là où je voulais en venir justement. C'est bien. Les prochaines conférences, donc on va les afficher aussi à l'écran pour l'association, donc Enquête Spirituelle bien sûr. Et bien la prochaine, ce sera le 23 octobre, donc un dimanche, à Frasnes en Belgique, avec Olivier Carré pour l'astrologie chinoise. Et pour la partie médiumnique, ce sera Véronique Dubois. Voilà, comme ça vous avez l'affiche à l'écran. On va aussi parler de notre magazine que vous trouvez dans la même boutique où il y a les livres, avec la couverture, donc on voit aussi à l'écran avec pas mal d'articles. On a c'est le numéro 22. Voilà, vous l'avez en visuel et vous l'avez aussi en live sur la vidéo. Est-ce que vous le dédicacez le magazine ou bah nous on n'écrit pas dedans, par les tutos. On va dédicacer sur demande, pourquoi pas. Mais on peut le faire, on peut le faire un petit truc comme ça. Quel sujet qu'on a dans le magazine, Amy, pour l'instant dans celui-ci ? Alors on parle des fleurs du bush australien. Donc c'est vrai qu'on connaît les fleurs du bac, mais tout le monde ne connaît pas les fleurs du bush australien. C'est très intéressant et pour avoir testé, c'est très efficace. Ouais. On parle de la sylvothérapie, donc connexion avec la nature, avec les arbres. Très intéressant d'ailleurs. Donc pour expliquer un petit peu, c'est la connexion. Si vous voulez vous ressourcer, par exemple, aller dans une forêt, vous faire un câlin à un arbre, des choses comme ça, s'asseoir au dos d'un arbre. Comme chez les druides. Comme chez les druides. Ouais. Ah bah tu vois, on apprend des choses. Voilà. On parle de communication avec son guide. Donc voilà, en écriture inspirée, comme Stéphane en parlait tout à l'heure, faire la différence entre un guide et le bas astral. Et on a une belle rubrique que j'aime bien avec Muriel Mob, qui nous parle donc de penseurs d'outre-Atlantique. Et cette fois, c'est Marianne Williamson. Marianne Williamson, ouais, c'est une très belle rubrique d'ailleurs de Muriel Mob, qu'on salue au passage aussi, si elle nous regarde et nous écoute. Et donc on se donne rendez-vous la prochaine conférence, que ce sera le plus rapide. Il y aura le prochain magazine aussi qui va sortir ce mois-ci également, avec plein de bonnes choses au programme. Merci Stéphane. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu, on espère te revoir, on te reverra certainement en conférence chez nous aussi. Avec grand plaisir. Et donc son site www.stéphane-alès.fr, donc A2L A-E-Y-S. Voilà. Merci Amy. On se retrouve. C'est quand la prochaine date d'émission ? Ben oui, faut la dire aussi. Ce sera le 26 octobre. Le 26 octobre. Et on vous dévoilera le sujet sur notre page Facebook et sur notre site. Voilà, un peu de suspense. Merci à tous de votre écoute et de votre fidélité pour cette nouvelle saison d'Enquête Spirituelle. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.